Salut à toutes et à tous et bienvenue pour la saison 4 de Caféine TV. Comme vous le savez tous je pense, ça fait maintenant bientôt 2 mois que nous sommes tous confinés chez nous afin de limiter la propagation du Covid-19. Et le temps commençait à se faire long. Heureusement c'est terminé, enfin a priori, et on va finalement être libre de sortir. Du coup, avec toute l'équipe, on a fait le bilan de ces 2 mois et on s'est rendu compte que, avec tout ce temps libre, où on est resté enfermé chez nous, on a pu découvrir plein de films et de séries qu'on voulait mater depuis longtemps, mais où on n'avait jamais eu le temps pour des raisons X ou Y. Et bien justement, dans cette vidéo, on va vous parler de toutes ces œuvres qu'on a pu découvrir pendant le confinement et qu'on vous recommande vivement de mater vous aussi quand vous aurez le temps. Après tout, on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague. Au moment où j'enregistre ce texte, aucune date de réouverture des salles de cinéma n'a encore été annoncée, ni comment se passera cette réouverture, cela dû aux conditions sanitaires actuelles. Alors même si certains films changent leur sortie en salle par des sorties sur des plateformes de VOD ou de SVOD, pour ma part j'ai profité de ce ralentissement des sorties pour découvrir les films d'hier. Et quand je parle de découvrir, je veux dire au sens le plus vrai du terme. Alors bien sûr j'ai regardé des films qui me faisaient envie depuis un moment, ou que l'on m'avait conseillé, mais j'ai surtout profité du confinement pour regarder des films dont je ne savais rien, si ce n'est le titre avant de commencer leur visionnage. C'est quelque chose que je trouve génial, s'attendre à tout avant de commencer un film, se laisser surprendre par ce qu'il va nous raconter, par ce qu'il va nous transmettre. Je vais donc vous conseiller 2 plateformes qui vous permettront de découvrir des films, et cela de façon gratuite. Donc tout d'abord, je souhaiterais vous parler d'Henri. Henri, c'est tout d'abord Henri Langlois, celui qui a fondé la Cinémathèque française en 1936 et qui a permis la conservation d'une partie du patrimoine cinématographique. Mais c'est aussi le nom qu'a donné cette même cinémathèque à sa nouvelle plateforme de VOD. Tous les soirs, à 20h30, Henri vous propose un film dont la Cinémathèque française a les droits et qui a été restauré durant ces 20 dernières années. Il s'agit de films qui datent de toutes époques et pour beaucoup d'entre eux, de films rares. Ainsi, si vous êtes en quête de découverte, vous serez forcément comblé. Ça a été notamment l'occasion pour moi de découvrir le diptyque Carne et Seul contre tous de Gaspard Noé, qui a été proposé afin de commémorer la carrière d'acteur de Philippe Naon, décédé le 19 avril 2020. Les films que propose la plateforme sont également accompagnés de documentaires, de courts-métrages et de reportages. Il y a notamment une section consacrée à Henri Langlois pour en connaître davantage sur la vie du fondateur de la Cinémathèque française. Je vous conseille donc vivement de vous intéresser à Henri, de plus que la plateforme est éphémère et restera ouverte jusqu'à la réouverture des salles de la Cinémathèque. Je vous conseille également de faire un tour sur le site de la Cinémathèque française dans sa rubrique Découvrir qui propose plus d'1 millier de documents en rapport avec le cinéma, que ce soit des articles, des masterclass et j'en passe. Je voulais également vous parler de MK2 Curiosity. Bienvenue dans MK2 Curiosity. Installez-vous confortablement, servez-vous quelque chose à boire, détendez-vous et surtout, laissez-vous porter par ces films que nous vous proposons. MK2 est une société de production et de distribution française qui édite également le magazine d'actualité cinématographique 3 couleurs. MK2 et 3 couleurs vous propose donc de découvrir chaque semaine une sélection de films variés, qu'il s'agisse de courts ou de longs métrages, de fiction ou de documentaires, ou qu'ils soient réalisés en prise de vue réelle ou en animation. Les films restent disponibles une semaine, la nouvelle vague de films arrivant le mercredi, comme pour les sorties cinéma. Et comme pour Henri, la plateforme devrait rester active jusqu'à la réouverture des salles de cinéma. Pour info, MK2 a récemment passé un partenariat avec Netflix, partenariat grâce auquel on peut désormais trouver sur la plateforme américaine une partie des films de François Truffaut, de David Lynch ou encore de Charlie Chaplin. Il va sans dire que je vous recommande de vous intéresser à ces cinéastes de renom si ce n'est pas encore fait. Voilà tout pour mes recommandations, j'espère sincèrement qu'elles vous ont permis de découvrir de nouveaux films, et n'hésitez pas à remercier la Cinémathèque française ainsi que MK2 qui nous ont permis de mieux endurer ce confinement et la fermeture des cinémas. Personnellement, je vais vous parler de plusieurs œuvres d'animation japonaises. Premièrement, pendant ce confinement, j'ai découvert JoJo's Bizarre Adventure. C'est un manga de Hirohiko Araki qui existe depuis plus de 30 ans. Je l'ai connu par sa version animée qui n'est pas encore complète. J'ai donc découvert cet univers si particulier et surprenant racontant l'histoire de différents protagonistes à travers le temps. Tout débute par le conflit entre 2 personnages et un masque au pouvoir très particulier. En raconter plus ne serait que spoiler. Chaque partie possède son ambiance, ce qui fait qu'on ne s'en lasse pas. Certaines personnes s'arrêtent au bout de la 3e partie, mais cela revient à passer à côté de bien des aspects de l'univers. Si vous ne connaissez pas encore, je vous conseille vivement de découvrir JoJo. Ma deuxième découverte ne concerne pas simplement un animé, mais un studio d'animation japonaise fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata en 1985. Je parle bien entendu du studio Ghibli. Eh bien, je ne connaissais pas Ghibli, et c'est dommage, j'aurais adoré découvrir ça plus tôt. J'ai donc visionné de nombreux films de ce studio. Leur point commun, c'est qu'ils sont tous magnifiques, par leurs univers souvent oniriques, par leurs visuels splendides, par leurs bandes son envoûtantes et par leurs histoires uniques.
Tous ces aspects correspondent bien au studio Ghibli et à ses réalisations. Il y a également une diversité dans le contenu proposé. Certains films abordent des thèmes matures comme l'écologie ou bien la guerre. D'autres sont plus enfantins mais tout aussi agréables à regarder. Tout le monde peut regarder ces œuvres et être un fan d'anime ou de manga n'est absolument pas nécessaire. Ces récits sont touchants et aucun d'entre eux ne m'a laissé indifférent. Je continue d'ailleurs d'en regarder aujourd'hui. Je vais vous parler d'une superbe découverte que j'ai fait lors de mon confinement, le film Parasite. C'est un film réalisé par le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho en 2019, le réalisateur de Snowpiercer, Okja, Memories of Murder ou encore The Host. Il a beaucoup fait parler de lui à sa sortie, puisqu'il a gagné énormément de prix. Pour ne citer que une Palme d'Or, l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario, du meilleur film en langue étrangère, meilleur décor et encore meilleur montage. Personnellement, j'en avais vaguement entendu parler, mais je n'avais pas eu le temps de m'y pencher plus que ça. Je n'avais rien vu à son sujet, pas de trailer ni de synopsis. Ce sont des amis à moi qui me l'avaient vivement recommandé, mais je l'avais mis de côté. Et en cette période de confinement, j'ai enfin trouvé le temps de le voir. Alors, je vous le dis tout de suite, le film est une claque. C'est l'histoire d'une famille pauvre qui s'intéresse particulièrement à une famille très riche. Tout le monde dans cette famille est au chômage, et lentement mais sûrement, ils trouvent tous un moyen d'obtenir un emploi en travaillant pour cette famille riche dans des postes très privés. Un chauffeur, une gouvernante, un tuteur, une prof d'art appliqué, tous trouvent un poste. Et pendant tout ce temps, cette autre famille n'a aucune idée que tous ces gens sont liés et les escroquent. Jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu se produise et change la vie de ces deux familles à jamais. À Hollywood, les classes sociales modestes sont en général représentées comme idiots. Mais ici, ils sont très malins car ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas les mêmes ressources que les riches, alors ils doivent user de malice pour pouvoir s'en sortir. Ce film a de nombreux points forts. Son réalisateur a réussi à utiliser une narration visuelle magnifique, un rythme excellent et un registre comique au début du film, jusqu'au point de l'histoire où tout prend un tournant et on change complètement de registre. Je vous recommande d'aller voir ce film si vous ne l'avez pas encore vu, et si c'est le cas, regardez-le encore. Je suis sûr que vous avez loupé des détails. Je vais vous présenter une série que j'ai pu regarder pendant le confinement et que j'ai énormément appréciée. Je vais vous parler de la série Monogatari. Depuis 2009, le studio Shaft, qui d'ailleurs se trouve derrière l'excellent Madoka Magica, se charge de l'adaptation du light novel de Nishio Ishin. L'histoire raconte comment le lycéen asocial de terminale Koyomi Araragi est devenu un vampire en essayant de sauver un autre vampire mourant dont il a fait la rencontre par hasard. Il tente alors de se débarrasser de ce qui semble être une véritable malédiction et fera la rencontre de d'autres personnages eux aussi atteints d'une malédiction similaire. L'histoire, bien qu'assez intéressante, n'est qu'un motif pour aborder des thèmes psychologiques. Frustration, regret, rapport aux autres et bien d'autres encore. Les malédictions dont sont atteints les autres personnages ne sont que des reflets d'eux-mêmes et de leur état mental. Ce qui fait le charme de Monogatari, ce n'est pas son histoire, mais plutôt la façon dont elle est racontée. On se retrouve très souvent bloqué entre des longs dialogues entre les personnages ou même des monologues pouvant durer des dizaines de minutes. La série arrive à nous tenir en haleine grâce à son exécution irréprochable. Les dialogues sont très bien rythmés, grâce au plan et à leur symbolique bien recherchés, ainsi qu'au montage très travaillé. Bien que extrêmement lourd en dialogue, les scènes d'action ne manquent pas pour autant. L'animation complémente parfaitement le rythme très soutenu des dialogues, mélangeant 2D et 3D, et changeant de temps à autre totalement de style graphique. On retrouve beaucoup tout au long de la série des clichés du manga, qui sont utilisés à des fins parodiques et autodérisoires. Je vous recommande vivement Monogatari pour ceux qui veulent quelque chose de posé, de surréel, lourd en dialogue, cassant complètement les codes, avec un humour très marqué et unique à lui-même. Si vous êtes intéressé par la série, voici donc à l'écran l'ordre dans lequel il faut la regarder. Quentin Tarantino est un réalisateur que j'affectionne particulièrement. Il est mondialement reconnu pour des films comme Pulp Fiction ou Kill Bill, ou plus récemment Once Upon a Time in Hollywood. Ces films font partie de mes préférés, mais c'est vrai qu'avant le confinement, je n'avais pas particulièrement pris le temps de m'intéresser à ces longs métrages un peu moins connus. Et celui dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement le premier film de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs. Reservoir Dogs nous raconte l'histoire d'une équipe de truands qui ont tous un nom de code correspondant à une couleur. Mr. Orange, Mr. Pink, Mr. White, etc. Ils organisent le braquage d'une bijouterie qui va très mal tourner puisque la police va leur tomber dessus dès la sortie. On va alors suivre l'après-braquage avec ces truands qui ont réussi à s'échapper et qui commencent à se demander s'il n'y a pas une taupe parmi eux. On va alors tout le long du film, petit à petit, en apprendre plus sur les personnages des braqueurs, sur l'organisation du braquage et surtout, qui est la taupe dans leur rang. Et sans vous spoiler quoi que ce soit, la tension est maintenue jusqu'à la dernière seconde. Dans ce film, qui est pourtant la première réalisation aboutie de Tarantino, on peut déjà voir tout ce qui fera son style dans le futur. Bon, évidemment, le film regorge d'hémoglobine et de vulgarité qui seront plus tard sa marque de fabrique, mais pas que. Ce qui va marquer en premier dans ce film, ce sont les dialogues des personnages.
Tarantino est connu pour très bien écrire ses dialogues, et ce film ne fait pas exception. Reservoir Dogs s'ouvre sur une scène dans un restaurant qui n'a absolument rien à voir avec le reste du film, ni aucune importance pour le scénario. Tout ce qui est montré dans cette scène, ce sont les dialogues des personnages qui parlent de tout et de rien, d'une chanson de Madonna, ou d'un débat sur le fait de donner un pourboire ou non à une serveuse. Cette scène peut paraître totalement superflue et inutile, mais en réalité, elle contribue à rendre ces personnages crédibles et réalistes, en plus de nous permettre d'en apprendre un peu plus sur chacun d'entre eux, alors qu'on ne connaît même pas leur nom. La deuxième chose que l'on remarque, c'est la narration non linéaire du film. On commence par suivre les événements qui se passent après le braquage, puis par le flashback, on en découvre plus sur ce qui s'est passé avant. Puis on retourne le présent, on voit la suite de l'après-braquage, puis re-flashback, etc., etc. Ça peut paraître assez basique comme ça, mais c'était déjà annonciateur de ce que Tarantino allait faire dans un film comme Pulp Fiction, où la narration est totalement déstructurée. Ce film est absolument excellent, la tension monte tout le long de l'intrigue, on a envie de voir comment tout ça va se terminer, et on s'attache finalement à ces personnages qui sont pourtant des criminels, pour terminer sur un climax vraiment palpitant. Et c'est aussi ça la force de Tarantino, arriver à nous faire ressentir de l'empathie pour des personnages qui sont des ordures, des truands. En bref, je vous recommande vivement Reservoir Dogs. Bon, par contre, si la violence et la vulgarité c'est pas votre truc, passez votre chemin. A contrario de mes collègues qui t'ont présenté des œuvres passionnantes et d'une richesse sans précédent, bah moi, malgré les événements sanitaires récents, j'ai pas forcément eu le temps de regarder grand chose. Enfin, il y a peut-être une série qui a aiguisé ma curiosité ces derniers temps. Si je te demande le point commun entre Adventure Time, la drogue et un podcast, tu me dis... Ouais, exactement, tu m'insultes parce que ça n'a aucun p*** de rapport. Pourtant, ce n'est pas l'avis de Netflix qui nous a récemment pondu The Midnight Gospel, un dessin animé par le créateur d'Adventure Time qui mélange podcast et animation aux petits oignons dans des épisodes qui te feront faire l'expérience d'un voyage psychédélique, spirituel et surtout humain. En gros, c'est l'histoire de Clancy Gilroy, un être magique vivant dans une caravane avec un simulateur d'univers, grâce auquel il peut vivre des histoires virtuelles d'un réalisme parfait. Ainsi, son but dans la vie est de se balader de planète en planète pour rencontrer et discuter de sujets existentiels avec n'importe qui, n'importe quoi, en enregistrant le tout pour son podcast, le Midnight Gospel. Alors dit comme ça peut paraître complètement tiré par les cheveux, et c'est le cas, mais ça marche! Surtout venant d'une série adaptée d'un podcast. Vous savez, un podcast, de base, c'est pas du tout... Il s'agit d'une émission audio que l'on peut télécharger depuis internet vers un téléphone. Et du coup, chez Netflix, ils se sont dit on va prendre un podcast et on va en faire une série. Et pour les gens comme moi qui n'ont absolument pas l'habitude de consommer ce type de contenu, c'est le meilleur moyen de se pencher dessus. C'est très original. Et le podcast existe vraiment de base. Il s'agit de la Duncan Tussles Family Hour, une série audio qui compte aujourd'hui plus de 380 épisodes. J'ai aussi évoqué Pendleton Ward, le créateur d'Adventure Time, qui a fait de ce podcast son nouveau bébé de l'animation américaine. Produite par les animateurs d'Adult Swim, on a vraiment des épisodes très colorés qui retourneront ton cerveau comme la prise d'une mauvaise drogue. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux regarder ou écouter. Si tu décides d'écouter, tu remarqueras qu'en fait, les débats se ressemblent un peu et tournent autour de la même question, la question de la vie et de la mort. Et c'est pour ça que j'affectionne cette série. Malgré les visuels trippy, j'ai réussi à réfléchir en regardant cette série. Les personnages se posent des questions, parlent de tout, ce qui nous donne un beau bordel philosophique. Et voilà, c'est tout pour notre première vidéo pour la saison 4 de Caféine TV. Elle a été réalisée dans des conditions un peu particulières puisque nous sommes tous confinés séparément les uns des autres. On espère que vous avez quand même apprécié, que vous avez découvert des œuvres et que ça vous a permis d'avoir un regard différent sur le confinement. Et surtout, que vous continuez à appliquer les gestes barrières même lors du déconfinement. Ça rendra service à tout le monde. Sur ce, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.